accueille José Fernandez. Bonjour José. Bonjour. Directeur de l'offre financière et des études patrimoniales de l'UFF. Et ce matin, vous allez nous parler d'un pan souvent délaissé de nos stratégies patrimoniales, c'est le financement des études de nos chères têtes blondes. C'est vrai, on remet ça au lendemain, on s'y intéresse pas ? En tout cas, dans les grandes thématiques patrimoniales qu'on a l'habitude d'évoquer avec nos clients, c'est pas toujours le sujet qui arrive au premier plan. On parle retraite, on parle succession, on parle protection du conjoint, qui sont des thématiques très importantes, mais parfois on se dit, et vous allez le voir que c'est souvent à tort, que on réglera le sujet du financement des études le moment venu sur les revenus courants. Et ça, c'est un sujet, puisqu'on va le voir, on peut avoir en balance des sommes qui sont assez conséquentes. Parce que on peut avoir de mauvaises surprises. Ça a quand même un coût. Absolument. Ces études. HSBC avait fait une étude intéressante. 89% des parents envisagent des études supérieures pour leurs enfants. Bon, on parle très bien. 92% d'entre eux sont prêts à faire des sacrifices personnels pour obtenir cet objectif. En revanche, 74% d'entre eux financent ces études via les revenus courants et seulement 10% ont mis en place une solution d'épargne dédiée, ce qui est quand même assez intéressant. Alors oui, ça coûte de l'argent. La FAGE, qui est la Fédération des associations générales des étudiants, a fait un calcul chaque année, une espèce d'indice du coût de l'éducation. La moyenne de la rentrée, c'est environ 2400 €. On a là-dedans les frais moyens, attention, d'inscription qui sont aux alentours de 1200 €. Toujours le problème de la moyenne. Exactement. Bon. Mais ensuite, on a un coût mensuel de niveau de vie de l'étudiant qui est aux alentours également de 1200 €. Donc on voit qu'on est en train de parler déjà, en moyenne, de plus de 10 000 à 12 000 € par an à débourser. Si on commence à s'intéresser aux études supérieures, ce qu'on appelle les filières d'excellence, on prend un exemple, un HEC, c'est 45 300 € pour un cursus. Et là, on n'a pas encore parlé du niveau de vie de l'étudiant sur l'ensemble du cursus. Ah d'accord. Et si vous envisagez un MBA à l'étranger, ça peut monter au-dessus de 60 000 €. Encore une fois, on parle là des frais de scolarité. On n'a pas encore évoqué les frais annexes. Il faut se loger, il faut se nourrir, il y a le téléphone, il y a plein de choses. Bon, et ça, vous le dites, il y a une grosse part du contingent de parents qui se disent on va le financer avec les dépenses courantes. Bah oui, parce qu'on n'a pas forcément en tête le montant. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution, comme solution à intégrer dans une stratégie patrimoniale pour mettre en place un financement dédié aux études de ces enfants? Alors, on va le voir, l'élément primordial, c'est l'anticipation, c'est l'organisation. Bon, alors on a, dans un premier temps, des systèmes de bourses qui peuvent exister. On va vite évacuer le sujet. Ces bourses, elles sont évidemment fonction des conditions de ressources, et donc elles sont tout naturellement réservées aux revenus les plus faibles. Ceci dit, on ne parle encore là que des frais de scolarité. C'est-à-dire que ces bourses, elles exonèrent les frais de scolarité. Et il faut encore, ensuite, pouvoir débourser tout le train de vie. Alors, quand on a une position francilienne, c'est intéressant, mais quand on est un étudiant de province qui veut monter sur Paris, on voit que ça prend tout son sens. Donc, exit les bourses, elles existent, mais... Si on s'y est pris en retard, il y a le crédit étudiant. Le fameux crédit étudiant, les Américains passent 20 ans à le rembourser. Donc, la plupart des banques vous donnent un crédit étudiant. C'est un simple crédit consommation, on va dire. Il est souvent fait au nom de l'étudiant lorsqu'il est majeur. Mais pour avoir ce crédit, eh bien, il faut un garant, c'est souvent les parents. Et donc, le montant du crédit sera fonction de la capacité d'endettement du garant, bien évidemment. Le taux oscille entre 1 et 2%, ça peut monter plus haut. Mais ensuite, on a deux phases. On a la phase, on va dire, de différé, c'est-à-dire que durant les études, on ne paye rien, ou alors on ne paye que les intérêts. Et puis ensuite, une fois que les études sont terminées, on laisse un petit peu de temps à l'étudiant pour se trouver du boulot, puis ensuite, il va passer un certain temps à le rembourser. Donc il faut quand même être confiant dans l'avenir, on va dire. Bon, donc ça, c'est le prêt étudiant. C'est le prêt étudiant. Les autres stratégies plus patrimoniales, si on a le temps de s'y prendre avec un peu d'avance. Alors, on a deux grandes catégories. Il faut commencer quoi? Avant de l'inscrire à la maternelle ou... Idéalement, il faut commencer lorsqu'il est né. Alors, lorsqu'il est né, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un livret A pour son enfant ou son petit-enfant. Le livret A, c'est notre meilleur copain toute la vie. De la naissance à la mort. Toute la vie. Mais quand on voit il nous voit nous marier. Exactement. Etc., voilà. Et souvent, d'ailleurs, les sommes ne sont pas forcément sorties de ce livret A, puisqu'on voit que les encours sont plutôt
stable. Mais on voit que ça suffit pas parce que le livret a un plafond et là on est en train de parler de sommes qui sont plus conséquentes. Donc au risque de ne pas être très original, l'assurance vie ça reste quand même une solution excellente. D'abord parce qu'on peut ouvrir un contrat par enfant et dédier ce contrat au financement des études. Ensuite on le sait, on a des souplesses de versement avec des versements programmés à un montant très faible. On peut choisir les supports financiers que l'on souhaite dès l'origine et ensuite modifier cette composition tout au long de la vie. Et puis encore aujourd'hui, on verra demain, on a des avantages fiscaux à la sortie qui font que les sommes ne sont pas fiscalisées. Donc c'est quand même très intéressant. En revanche, il y a 2-3 conseils à donner quand on le fait. La première chose, c'est le contrat est-il au nom des parents ? Avec chaque enfant comme étant le bénéficiaire, et en cas de décès du parent, c'est l'enfant qui touche l'argent, ou bien est-ce qu'on ouvre directement le contrat au nom de l'enfant ? C'est tout à fait possible. On peut d'ailleurs y joindre ce qu'on appelle un pacte adjoint, qui est un document qui régit un peu le fonctionnement des sommes. Pour pas que ça parte dans les vacances au Mexique et puis la Golf GTI. Ça peut concerner aussi les grands-parents. Ça peut aussi concerner les grands-parents, tout à fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible. On sait qu'en France, on a un déficit de culture financière. On donne toujours l'exemple qui est assez simple. Si je verse 150 € par mois pendant 15 ans, ce qui est quand même un effort d'épargne qui est encore assez raisonnable, prenons un taux de capitalisation de 2%, qui est quand même aussi assez raisonnable, on atteint très vite 31 500 € sur ces 15 ans. En revanche, si j'ai que 5 ans devant moi, il va falloir pour obtenir la même somme que j'investisse 500 €. Donc si je m'y prends très très tôt, que j'ai 15 ans et que je peux y mettre 300 €, ça peut vite monter à 63 000 €. Donc on voit que plus je m'y prends tôt, plus c'est indolore, plus je suis certain d'avoir cet objectif final qui est atteint. Ensuite, il faut éviter de tout mettre sur le fonds en euros. Alors il faut un peu mixer, on a 15 ans devant soi, on l'a répété, le fonds en euros il est plutôt sur une pente descendante, je ne sais pas ce qu'il sera dans 15 ans, peut-être n'existera-t-il déjà plus. En tous les cas, on peut diversifier ses placements et aller chercher du rendement parce qu'on a un peu de temps. Vers la fin, il faut désensibiliser, si on a mis un peu de risque, il faut éviter de faire des bêtises. Si on sait, quand on dit vers la fin, c'est que si on sait qu'on veut qu'il puisse en bénéficier, on va dire à 20 ans. Dans 3 ans, il faut commencer à désensibiliser. On enlève du risque et on prend des produits indexés sur l'inflation. Il faut quand même écréter les plus-values parce qu'on gagne un peu d'argent, donc il faut sécuriser tout ça. Et puis à la fin, il faut faire des sorties qui sont dans le plafond de l'abattement. Comme ça, on est certain d'avoir des sorties qui sont défiscalisées et on maximise tout ça. Donc il y a un certain nombre de choses. Ça, c'est les placements financiers. Puis ensuite, on a l'immobilier. On peut vraiment faire de l'immobilier pour financer les études des enfants. Alors c'est même une très bonne solution d'ailleurs pour la retraite également. D'abord, vous pouvez faire encore pendant 4 ans au moins un dispositif Pinel quasiment sans apport personnel. Vous pouvez utiliser le levier du crédit, c'est-à-dire que sans aucun argent, vous pouvez tout de suite commencer. Vous avez la chance de pouvoir défiscaliser, vous joignez l'utile à l'agréable. Et puis une fois que le crédit est terminé, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous utilisez les revenus tirés de la location pour justement soutenir le financement des études, ou alors on vend tout simplement l'immobilier pour en tirer les capitaux et puis pouvoir justement payer ses études. Bon, donc l'immobilier, une dernière solution ou pas ? Alors il faut aussi se prémunir contre les aléas de la vie, il peut y avoir quelques surprises. Vous êtes en phase de constitution de votre épargne et puis il y arrive malheur. C'est toujours bien d'avoir un contrat de prévoyance à côté de tout cela. Et il existe des contrats de rente éducation qui permettent en fait de verser à l'enfant tous les mois ou tous les trimestres le montant qu'on a décidé pour pouvoir être certain qu'il ira au terme de ses études. Bon, voilà, il faut y penser dès le début, quoi. Assez tôt, en tout cas. Il faut anticiper. Avec l'inscription à la crèche. Par exemple. Merci beaucoup, José Fernandez, donc pour l'UFF et le financement des études des enfants, sujet souvent un peu renvoyé et là, c'est le dans moment la d'en parler. stratégie patrimoniale. C'est la saison pour en parler, les études.